comme nous gagnons moins, il y a moins de croissance, moins de recettes fiscales, eh bien, il faut dépenser moins. On gagne moins, on dépense moins. Très précisément, nous allons, avec le ministre des Comptes publics, réduire de 10 milliards d'euros les dépenses de l'État en 2024. Et j'insiste sur le fait que ce n'est ni le budget de la sécurité sociale, ni le budget des collectivités locales qui est touché, c'est l'État qui se serre la ceinture, on gagne moins, on dépense moins et on fait porter l'effort sur l'État. C'est l'État qui va faire un effort, promet Bruno Le Maire. On vous le disait la semaine dernière, sa santé l'entourloupe et ça n'a pas manqué. On avait vu juste le décret d'annulation de crédit a été publié jeudi dernier. Des milliers d'emplois sont visés par ces économies. Le collectif Nos Services Publics a estimé éducation 8 000 postes. Le café pédagogique estime même jusqu'à 11 000, dont la moitié pour des accompagnants d'élèves en situation de handicap. La recherche 7 500 et on pourrait même estimer le double. Agriculture, alimentation 1 200 postes. Justice 300 postes. Bercy affirme à France Info que ces coupes n'impliqueront aucune suppression d'emplois et ciblent des réserves de dépenses de l'année passée qui n'ont pas été effectuées à suivre, mais dans tous les cas, pas d'embauche et ou d'investissement. Au-delà de la masse salariale, des missions et services publics subissent des coupes budgétaires massives, 2 milliards, soit 20% du total, pour les programmes touchant à l'écologie, au développement durable et à la mobilité. Le travail et l'emploi, c'est 1,1 milliard d'euros de raboter et la recherche et l'enseignement supérieur, c'est 904 millions d'euros. Tous les ministères participent, avait promis le ministre, mais les domaines écologie, travail et enseignement sont particulièrement touchés par ces coupes. Alternative économique montre l'écart en points de pourcentage entre le poids des principales missions de l'État dans l'effort budgétaire imposé en février 2024 et leur poids respectif dans le budget de l'État en 2023. Bruno Le Maire disait aussi que cela ne toucherait pas les collectivités locales. On voit pourtant dans ce décret des économies sur des agences de l'État ou encore des aides qui appuient fortement les collectivités locales. Donc on est bien loin des économies sur des meubles, des achats ou de l'énergie comme avançait Bruno Le Maire la semaine dernière. On est sur une atteinte même au fonctionnement des services publics. Thomas, Bruno Le Maire n'a pas tout dit, voire a menti sur TF1 ce jour-là. Les Français vont subir les conséquences, ils vont payer. Bien sûr qu'ils vont payer, on le sait depuis toujours. Vous savez, quand il y a eu cette réforme de l'ISF, ça nous a fait perdre 4 milliards de rentrées budgétaires, et 4 milliards, c'est l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers de postes de fonctionnaires. Donc on savait qu'il allait avoir un impact sur des postes de fonctionnaires. Alors, le problème, c'est qu'il y a deux solutions. Soit il y a des coupes très franches, a priori, ça va plutôt être des économies sur les années à venir, sur l'investissement et sur la création de postes. Et là, vous vous en rendez compte souvent 2-3 ans plus tard. C'est-à-dire qu'au début, les gens se serrent la ceinture, les services publics arrivent à bricoler comme ils le font tout le temps depuis des années. C'est déjà le cas pour tous ceux qui sont à l'hôpital et dans l'éducation, ils le savent. Et puis après, au bout d'un moment, ça ne tient plus. Parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent, les moyens vieillissent, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création de postes, et ça ne tient plus. Et là, c'est l'alerte générale. Et vous avez ce qui s'est passé, encore une fois, pour les crèches, la culture et les investissements dans les loisirs et le sport, dans les collectivités locales, quand François Hollande a baissé de 10 milliards ce qu'il donnait les dotations aux collectivités locales. Ben vous avez eu 5 ans plus tard des gros problèmes de recrutement sur les crèches, d'investissement dans les crèches, de garde pour un certain nombre de familles. Donc à partir du moment où vous baissez sur les frais de fonctionnement, vous avez toujours un impact, soit sur le moment quand c'est des coupes fortes, soit 2-3 ans plus tard quand c'est des économies sur les années à venir. Mais moi, ce que j'avais marqué dans un livre que j'avais sorti en 2018, qui s'appelait le traité d'économie hérétique, donc il y a plus de 6 ans, c'est que les coupes sur la dépense publique ne sont jamais indolores. Il y a toujours quelqu'un qui est impacté au bout du compte. Et donc, quand on manie des grosses masses monétaires en disant on va couper 5 milliards là, mais c'est rien parce que nous avons une dette de temps, un déficit de temps ou des recettes de temps, bah, les gens disent oh bah oui, ça paraît pas grand-chose. Mais en réalité, quand vous allez dans le détail, c'est énorme. Donc il faut toujours regarder le détail, il faut toujours se dire qu'une coupe sur la dépense publique, il y a toujours quelqu'un qui finit par payer au bout. Puis les experts alertent aussi sur cette grosse coupe sur le domaine écologie, développement durable et mobilité en disant que ça va alourdir la dette climatique. On le disait, on avait fait des épisodes dessus sur tous les experts, même très libéraux, etc., qui disaient qu'il faut investir parce que moins on investit, plus la dette va s'alourdir et en fait coûtera plus cher dans quelques années. Donc c'est une politique court-termiste qu'on voit là, qui est dangereuse. C'est une politique court-termiste, très clairement. Là, le but, c'est d'envoyer un signal aux agences de notation avant qu'elles signent
avant qu'elles sortent leurs notes, et de montrer qu'on fait des efforts dans un contexte européen dont on va parler juste après, où il y a un nouveau pacte budgétaire assez austéritaire. C'est ça le seul but. Il n'y a pas de vision de long terme. Donc le but, c'est de sauver les meubles sur le court terme. Il n'y a aucune vision de long terme. Et je veux dire, quand on retire de l'argent à MaPrimeRénov', où il y avait effectivement des améliorations à faire, mais je n'arrive pas à comprendre, moi, comment une amélioration peut se faire avec des moyens qui diminuent. On sait très bien qu'il va y avoir des restrictions. Mais les rénovations, elles doivent être surveillées. On doit surveiller les entreprises qui les font pour pas qu'il y ait d'abus. Ça, je suis d'accord. Et ça, en général, ça demande plus de moyens que moins de moyens. Mais le but, c'est de rénover les habitations. Et le rythme de rénovation, tout le monde s'accorde à dire qu'il est beaucoup trop faible. Et qu'on a beau avoir fait des crédits, des subventions, des crédits d'impôt, des subventions, ça n'a pas suffi. Donc, à un moment, le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent et le fait que les acteurs respectent un certain nombre de règles pour que ce soit bien fait, qu'il n'y ait pas d'abus, qu'il n'y ait pas une captation de cette rente. Mais rien des annonces de Bruno Le Maire ne nous dirige vers quelque chose où il y aurait un plan d'ampleur mettant tous les acteurs de manière alignée pour servir la transition écologique. Justement, tu l'as dit, il y avait plusieurs orientations possibles quand on sort d'une crise ou qu'on voit une crise, etc. Il y a l'investissement massif, comme tu l'as dit, aux États-Unis, donc agrandir la dette, mais avoir un retour sur investissement sur le long terme. Après, on ne se compare pas aux États-Unis, ce n'est pas les mêmes systèmes, ce n'est pas les mêmes situations, mais voilà, les États-Unis font ça, et où il y a aussi l'orientation de serrer les dépenses, ne pas forcément chercher de recettes, bref, l'austérité, là tu l'as dit, on voit ce qu'a pris comme chemin l'Europe et la France. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi on s'entête, enfin pas nous, mais pourquoi le pouvoir politique, pourquoi la France, pourquoi l'Europe s'entête dans ce modèle austéritaire? Est-ce qu'il y a des intérêts privés? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi on continue dans ce modèle alors qu'on sait que à court terme, il peut peut-être arranger des gens, mais à long terme, il coûte plus qu'il... Enfin, alors déjà, vous savez, souvent pour rembourser la dette et le déficit, il y a des grands plans de privatisation qui profitent à des intérêts privés. On l'a vu en Grèce. La Grèce a vendu une grosse partie de ses aéroports qui ont été achetés parfois par des entreprises allemandes. Parfois, le port grec a été acheté par des entreprises chinoises. La privatisation profite toujours à des intérêts privés. C'est la première des choses. Le service public est financé par l'impôt. Et donc, pour une grosse partie des gens, si vous réduisez le service public, vous réduisez l'impôt. Et il y a une grosse partie des gens qui veulent moins d'impôts. Notamment, les grandes entreprises en payent déjà pas beaucoup, mais notamment les chefs d'entreprise et les gens les plus riches veulent moins d'impôts. D'ailleurs, je me souviens, moi, qu'à l'époque des mémorandums qu'il y avait en Grèce, c'est-à-dire des plans d'ajustement structurel, le gouvernement de gauche, Tsipras, avait proposé d'augmenter les impôts sur les plus riches. Et le FMI avait refusé, en disant que non, c'est pas la bonne technique, il ne faut pas faire ça, c'est un mauvais signal pour l'investissement, il faut couper dans les dépenses publiques, dans les retraites des Grecs ou dans le salaire des infirmières grecques. Et là, on est sur cette logique-là. C'est horrible, mais on est dans cette logique-là. Donc, les gens ont du mal à changer de logiciel, alors que, honnêtement, l'euro, c'est quand même une monnaie importante dans le monde, c'est quand même une monnaie encore demandée dans un monde instable. Tout le monde s'accorde à dire que les salaires n'ont pas suffisamment augmenté ces 10 dernières années. Si on prend en compte ces 3 dernières années, on a eu une chute du pouvoir d'achat comme on n'a jamais eu en Europe. Et vous accompagnez ça d'une baisse d'activité avec la hausse des taux, d'accord, ce qui va entraîner un certain nombre de faillites. Et vous accompagnez ça en plus d'une baisse des dotations sur les services publics. Donc vous avez une perte de revenus monétaires, vous avez une perte d'activité, donc de débouchés futurs, et vous avez une perte de services publics. Donc moi, je me demande comment les gens vont encaisser ça. Alors, ce qui me surprend, moi, c'est qu'ils ont une forte capacité à enchaîner, à encaisser les coûts. Mais là, ça risque d'être compliqué. Hein. Mais tant que ça tient, finalement, plus ou moins, les gouvernements, ils continuent. Hein. Et on le rappelle, quand on dit impôt des plus riches, on parle vraiment des très très riches, des 0,1, des 1%. On ne parle pas de ceux qui gagnent 2, 3, 4 000 euros par mois. Et le gouvernement adore jouer dessus en disant oui, les plus riches, ceux qui gagnent 3 000 euros par mois, on ne veut pas leur rajouter des impôts, etc. Mais c'est important de le préciser parce que le gouvernement joue énormément là-dessus à mettre les classes moyennes contre les classes plus pauvres, alors que quand on dit impôt des plus riches, on parle vraiment des très très riches qui sont finalement peu. Tout à fait. Et les très très riches échappent de plus en plus à l'impôt. Donc chaque fois qu'il y a eu des hausses d'impôts, y compris sous Hollande, en fait, c'est les classes moyennes supérieures, celles que vous avez dit, 3 000, un peu plus de 3 000, ou les PME, qui, elles, prennent en partie les réglementations sans pouvoir les éviter, en partie les hausses d'impôts. Et donc, il est vrai que cette classe sociale, maintenant, dit c'est fini, quoi, je peux plus. Elle a l'impression que même une toute hausse d'impôts serait pour elle.
Or, en réalité, comme tu l'as dit, il y a un certain nombre de grandes compagnies, y compris françaises, qui font des bénéfices records. Et la France pourrait au moins ouvrir une brèche sur la taxation, on l'avait dit, de ces profits qui étaient imprévus, qui profitaient notamment de la guerre. Mais ce n'est pas la volonté du gouvernement. La volonté, c'est d'agiter des choses, comme l'avait fait à un moment Monsieur Attal, en disant on va récupérer l'argent dans les paradis fiscaux, etc. Et puis voilà, c'est une façon en fait de dire il y a une nouvelle actualité qui en chasse une autre. Il y a des actualités où il y a vraiment des coupes concrètes, puis il y en a d'autres où c'est un peu de l'esbrouffe, on ne sait pas trop à quoi ça va mener, et puis après on passe à autre chose. Oui, il y a vraiment une courbe où les impôts augmentent en proportion des salaires, et d'un seul coup, quand on arrive aux très très riches, Ouais. hop, la courbe tombe, et donc ça montre ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que risquent concrètement les habitants en Europe et en France là, par rapport à ces politiques d'austérité? Ils risquent de vivre ce qu'ils ont vécu ces 10 dernières années en pire, c'est-à-dire de voir les services publics disparaître. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle génération qui arrive à l'âge de 18 ans qui ne se souvient plus d'avoir vu un certain nombre de services publics autour de lui. C'est-à-dire que les gendarmeries ont fermé, les sapeurs-pompiers ont fermé, les hôpitaux sont loin, la police, quand vous l'appelez, elle met un temps fou à venir. Et donc, ils ont l'impression d'être sans service public. Donc, cette population-là, c'est très difficile de lui dire « Attention, les services publics... » Elle n'y croit plus. Elle n'y croit plus. Non, mais c'est compliqué, elle n'y croit plus. Et là, ça va s'accélérer. Notre dépense publique, là, elle va quasiment pas augmenter d'ici à 2027. Très légèrement. Donc, elle va augmenter, quand on regarde cette augmentation très légère qui est quasi nulle, c'est 10 fois moins que la décennie précédente. Et la décennie précédente, c'était encore moins que la décennie d'avant. Or, la décennie précédente, c'est une décennie d'austérité. Et là, elle va augmenter 10 fois moins. Donc, ça risque d'être dramatique. Je pense que les gens vont intégrer, et c'est ça qui me dérange, c'est qu'une nouvelle génération va intégrer que l'économie normale, c'est l'ubérisation. Or, à la base, c'est pas l'ubérisation. C'est pas l'ubérisation. Normalement, c'est pas ça, le contrat social en France. Et là, une partie de la génération qui arrive l'a complètement intégré.